Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. Bonjour et merci de nous prêter attention à la une de ce journal. Le Premier ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, a présidé hier une réunion du gouvernement dans laquelle plusieurs points concernant plusieurs domaines et secteurs ont été examinés. Quelle sera l'incidence financière sur vos salaires respectifs après la baisse du taux de l'impôt sur le revenu global, IRG? Élément de réponse dans cette édition. Elle est la plus appréciée des agrumes, celle de Msserine, elle est encore plus, la clémentine, avec une production record cette année dans la wilaya d'Oran. Et dans l'actualité internationale, le Maroc risque de sombrer dans l'isolement et l'hostilité en raison de son approche agressive de la diplomatie selon une analyse parue mardi dans le magazine américain Foreign Policy. Plus de détails dans cette édition. Tout d'abord, et dans l'activité parlementaire, séance plénière aujourd'hui au Conseil de la Nation. Une séance consacrée aux questions orales adressées à des membres du gouvernement et concernant les secteurs des moudjahidines et des ayants droit, de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville, du commerce et de la promotion des exportations, des travaux publics et du tourisme. Le Premier ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, a présidé la cérémonie de remise des affectations budgétaires aux différents départements ministériels alloués en vertu de la loi de finances 2022. À cette occasion, Ayman Ben Abdelrahman a précisé que la remise des affectations budgétaires intervient précocement pour permettre aux ordonnateurs l'exécution du budget dans les temps. La cérémonie s'est tenue au siège du ministère des Finances en présence des secrétaires généraux et des ordonnateurs des différents départements ministériels et de l'administration publique, ainsi que des directeurs centraux au ministère des Finances. Cette cérémonie marque le lancement de l'année financière en application du budget de l'État, après l'adoption jeudi dernier par le chef de l'État de la loi de finances 2022. Le Premier ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, donc, a présidé hier une réunion du gouvernement dans laquelle a été présenté un avant-projet de loi portant découpage judiciaire qui s'inscrit dans le cadre du processus de mise en œuvre de la Constitution du 1er novembre 2020. Ce projet prévoit la création de 10 nouvelles cours au niveau de 10 wilayas créées au sud du pays, visant à rapprocher davantage le service public de justice des citoyens. Par ailleurs, et dans le domaine de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville, il a été examiné 2 projets de décret exécutifs afférents à la ville nouvelle de Boukzoul. Le premier portant création de la ville nouvelle de Boukzoul, le second portant déclaration utilité publique, l'opération relative à la réalisation de certains ouvrages, équipements et infrastructures de la ville nouvelle de Boukzoul. Et dans le domaine de la micro-entreprise et des dispositifs publics de soutien à la création d'activités, le gouvernement a examiné 5 projets de texte relatifs à l'unification des dispositifs publics de soutien à la création d'activités qui confèrent la gestion de l'engin et du dispositif du financement de la création de micro-entreprises par la CNAC au ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de la micro-entreprise. Dans le domaine des travaux publics, une communication a été présentée sur l'état d'avancement des travaux de réalisation de la pénétrante autoroutière reliant le port de Djinjin à l'autoroute Est-Ouest échangeur de l'Elma sur 110 km. Enfin, dans le domaine de l'environnement, une communication a été présentée sur la feuille de route pour l'amélioration du cadre de vie au niveau des cités urbaines et des villes nouvelles. Cette feuille de route prévoit une démarche participative dans le processus de gestion de proximité dans des programmes d'habitat, dans le but d'améliorer la qualité de vie de l'environnement et du bien-être des habitants. Et le sujet d'actualité qui fait beaucoup parler, l'IRG ou l'impôt sur le revenu global. Cet impôt connaît une réduction à la faveur d'une mesure de la loi de finances 2022
Une décision du chef de l'État pour préserver le pouvoir d'achat. Cela permettra dès ce mois de janvier une augmentation des salaires suivant un barème progressif composé de 6 paliers de calcul. Plus de précisions avec Nessiri Ben Saïdi. Révisé à la baisse à la faveur de la loi de finances 2022, le nouveau barème de l'impôt sur le revenu global IRG, dévoilé par la Direction générale des impôts, permettra dès ce mois de janvier une augmentation des salaires et une exonération pour les salaires mensuels imposables de 20 000 dinars par mois. Une augmentation qui évolue selon le niveau du revenu suivant, un barème progressif composé de 6 paliers de calcul contre 4 paliers de calcul pour l'ancien barème. Un salaire mensuel imposable de 40 000 dinars à titre d'exemple sera soumis à un IRG de 3 100 dinars contre 5 500 dinars auparavant, soit un gain net de 2 400 dinars. Pour un salaire mensuel imposable de 50 000 dinars, l'IRG passera à 5 800 dinars au lieu de 8 500 dinars dans l'ancien barème, soit un gain de 2 700 dinars. Un salaire mensuel imposable de 60 000 dinars verra quant à lui son IRG réduit de 11 500 dinars à 8 500 dinars, ce qui permettra une hausse du salaire de 3 000 dinars. L'IRG retenu sur un salaire mensuel imposable de 70 000 dinars sera de 11 200 dinars au lieu de 14 500 dinars, permettant au salaire net perçu de bondir de 3 300 dinars. L'économie en matière d'IRG sera de 3 600 dinars pour un salaire mensuel imposable variant entre 80 000 dinars et de 120 000 dinars. Les salaires de 130 000 dinars enregistreront un gain de 4 100 dinars, 5 100 dinars pour les salaires de 150 000 dinars et 8 800 dinars pour un très gros salaire allant de 100 millions de centimes. L'effet de permettre justement aux contribuables, aux utilisateurs de mieux cerner le nouveau barème IRG, il a été inséré au niveau du site web de la DGI, donc www.mfdji.gov.dz, la nouvelle table IRG, une nouvelle calculette donc qui automatise l'opération de calcul de l'IRG, accompagnée d'un manuel devant permettre aux utilisateurs de télécharger dans les meilleures conditions ou de télécharger correctement cette calculette. Les salariés en situation de handicap sont également concernés par ce rabattement. Les revenus supérieurs à 30 000 dinars et inférieurs à 42 500 dinars, des travailleurs handicapés moteurs, mentaux, non-voyants ou sourds-muets, ainsi que les travailleurs retraités du régime général bénéficieront d'un abattement supplémentaire sur le montant de l'IRG non cumulable avec le deuxième abattement. Et vous pourrez faire votre propre calcul sur le site officiel de la Direction générale des impôts. Les producteurs, les agriculteurs de Messerine dans la wilaya d'Oron font une véritable course contre la montre pour labelliser la clémentine, ce fruit qui est le fruit d'un croisement entre l'orange et la mandarine. Et la clémentine de Messerine, une variété d'agrumes considérée comme un fruit local d'excellence. Sofiane Hamoudi. 80 000 quintaux d'agrumes ont été produits dans la commune de Messerine, à Oran. La clémentine représente à elle seule près de 75% de cette production, avec près de 60 000 quintaux. D'une grande qualité, la clémentine est issue du croisement entre l'orange et la mandarine. Nous avons une production de 300 à 350 quintaux à l'hectare. Comme vous le savez, la clémentine est un fruit connu et très apprécié, que ce soit en Algérie ou à travers le monde. Les autorités locales nous ont beaucoup aidés, notamment avec 3 forages, sans oublier le raccordement au réseau de Sonagaz et le système du goutte à goutte. Les services agricoles de la wilaya d'Oran ne lésinent pas sur les moyens pour soutenir la filière agrumes malgré les quelques difficultés rencontrées par les agriculteurs. Nous rencontrons quelques difficultés dans notre travail au quotidien, notamment concernant l'irrigation. La direction des ressources en eau nous a heureusement permis de récupérer des forages laissés à l'abandon. Il s'agit de 2 forages qui sont aujourd'hui opérationnels. La clémentine qui est fêtée à Oran le 2 décembre de chaque année a pour objectif de faire connaître la filière des agrumes et l'histoire de ce fruit en vue de sa valorisation, en plus de donner une impulsion au dossier de labellisation de cet agrume cher aux Algériens.
Et la labellisation de ce produit vise sa valorisation et sa réhabilitation en vue de l'intensification de la production et d'aller vers son exportation. Direction Boumerdès à présent, nous allons vous présenter une société de production de fils chirurgicaux. Une unité qui s'est imposée sur le marché algérien et couvre désormais pas moins de 50% des besoins du marché national en fils chirurgicaux. Commentaire Walid Yousfi. Nous sommes dans une unité de production de fils chirurgicaux près de Boumerdès. Une usine qui a pu se frayer un chemin dans le marché national, notamment grâce à sa main-d'œuvre composée essentiellement de jeunes diplômés en biologie et en pharmacie. Entre stérilisation et contrôle de qualité, le produit doit passer par plusieurs étapes avant d'être commercialisé sur le marché. On se trouve ici dans l'atelier de fabrication du fil chirurgical. Nous faisons aussi le découpage et la fixation du fil sur l'aiguille dans cet atelier. La première étape est réalisée grâce au papier aluminium. Nous avons ensuite besoin de papier médical et de papier en plastique pour produire le fil chirurgical. Après toutes ces étapes de fabrication, place à la désinfection puis au contrôle du produit avant sa livraison, prêt à l'emploi. Le produit est transféré ici pour être stérilisé pendant 24 heures à peu près, suivant les normes en vigueur, aussi bien pour la température que pour le taux d'humidité. C'est l'ANEM qui m'a orientée vers cette unité de production. Je travaille ici depuis 2 ans et demi. J'ai fait des études en biologie. Je me plais beaucoup ici. Des étapes qui doivent être minutieuses et précises. Pour ce faire, la société emploie pas moins de 220 salariés qualifiés et met à leur disposition des formations continues selon leur domaine. C'est l'ANEM qui m'a orientée vers cette unité de production. Je travaille ici depuis 2 ans et demi. J'ai fait des études en biologie. Je me plais beaucoup ici. Je travaille ici depuis 2 ans et comme ma collègue, c'est l'ANEM qui m'a orientée vers cette usine. Suivant la politique de notre société, nous employons des jeunes qualifiés formés dans les universités algériennes. Nous avons accompagné nos employés et mis à leur disposition des formations continues, notamment grâce à la tutelle qui est à notre écoute. Avec pas moins de 25 millions d'unités par an, cette unité de production permet de couvrir au moins 50% de la demande du marché national en fil chirurgical, un atout pour l'industrie pharmaceutique en Algérie. Santé à présent et le début d'une 4e vague de contamination à la Covid-19 avec ses 2 variants Delta et Omicron se confirme avec la hausse du nombre de contaminés qui a franchi la barre des 400 cas avec 462 nouveaux cas testés positifs à la Covid-19, 252 guérisons et 7 décès malheureusement enregistrés ces dernières 24 heures selon un communiqué du ministère de la Santé. Restons donc vigilants en respectant les gestes barrières, le port de masque et la vaccination qui est vivement recommandée. Et si certains sont à leur 3e rappel de dose de vaccination, les spécialistes sont à leur 1e rappel. Oui, les spécialistes rappellent une fois encore que la vaccination est le meilleur rempart contre la Covid-19 et ses variants. Et malgré la disponibilité et la gratuité du vaccin, beaucoup d'Algériens hésitent encore à se faire vacciner. Quelles sont les raisons ? Élément de réponse avec Raouf Hamouch, reportage. Il est 9h30 du matin. Nous sommes au lycée Zoubida Ultrablia de Draria. Après plusieurs heures d'attente, ce médecin n'a reçu aucun enseignant pour l'inoculation du vaccin contre le Covid-19. Un scénario qui se répète quotidiennement ces jours-ci, malgré le lancement d'une 3e campagne de vaccination au profit des fonctionnaires du secteur de l'éducation. Tous les moyens sont là. Mais reste que les enseignants sont toujours réticents par rapport à cette vaccination. Pratiquement quelques établissements, 0 postulants. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis le début de la campagne, de la 2e et la 3e, pratiquement 2 vaccinés. Alors je conseille tout le monde d'aller se faire vacciner. C'est important. Voilà, donc vaut mieux prévenir que guérir. Idem du côté de l'hôpital El Hadif Lissi, où notre équipe s'est déplacée pour prendre la température. Le constat est sans appel. En presque 1 heure, seulement 2 personnes sont venues se faire vacciner.
Les gens sont un petit peu réticents. On a remarqué que les gens, ils sont stimulés par les vagues. Pendant la troisième vague, au pic de la troisième vague, les gens, ils sont affolés à venir pour se vacciner. Et ça, c'est une erreur. Il faut se vacciner avant que la vague qui vient pour être bien immunisé. Au moment de la vague, ça ne sert à rien. Au moment de la vague, avoir une foule. Il faut se préparer. Comme actuellement, on est en plein 4e vague, on aimerait bien avoir les gens qui viennent se vacciner. سيتي بريفي سمانه قبل ما المرض كنت راح نفاكسيني حسيت بلي سيمتوم تاعها درت PCR خرجت لي بوزيتيف صبرت 3 موا حتى ل 6 موا انا نتكل على ربي باش نفاكسيني. Une réticence face à la vaccination qui est présente, malgré les efforts déployés par les pouvoirs publics pour garantir la disponibilité et la gratuité du vaccin. Quand il y a eu la vague du variant Delta, les gens qui se sont vaccinés, ça n'a pas servi à grand-chose au moment de l'épidémie. Parce que, rappelons-le, quand vous êtes vacciné, il vous faut 1 mois et demi pour avoir la protection. Donc s'il y a une épidémie grave qui survient aujourd'hui, ben, si je me vaccine, c'est dans 1 mois et demi que j'aurai la protection. Mais si vous arrivez à un taux d'immunité de 80% de la population, ça veut dire que 20% seulement resteront. Et à ce moment-là, s'il y a un virus moins infectieux, moins dangereux tel que l'Omicron, infecte cette population, ben les 20%, ça sera plus facile de les atteindre tous. Donc cette immunité acquise post-infectieuse avec l'immunité post-vaccinale, vous allez avoir rapidement, plus rapidement, 100% de la population qui a développé une immunité nonobstant de son origine. Aujourd'hui, le principal défi auquel font face les autorités sanitaires est de convaincre la population que le refus de se faire vacciner peut être létal. La vaccination demeure le seul moyen d'éviter les formes graves de la Covid et d'endiguer sa propagation. Et on ne cesse de le rappeler, mieux vaut prévenir que guérir. Et toujours dans le dossier Covid, direction maintenant l'Institut Pasteur d'Algérie, où l'on possède depuis peu au séquençage des virus SARS-CoV-2. Un séquençage qui a permis en décembre 2021 la détection des premiers cas du variant Omicron en Algérie. Reportage Yemina Saïdji. Rôle vital dans les efforts de lutte contre la pandémie de Covid-19, c'est grâce au séquençage que le monde a pu rapidement identifier le SARS-CoV-2. Connaître la séquence du génome a permis un développement rapide des tests de diagnostic. Nous nous sommes dirigés vers l'Institut Pasteur, structure de référence chargée du dépistage et du séquençage. Pour le dépistage, vous savez, depuis que le début de la pandémie, qu'on reçoit les prélèvements, bien que maintenant, au départ, bien sûr, c'était que l'Institut Pasteur, il y a eu une décentralisation et donc il y a maintenant plus de 130 laboratoires qui sont homologués par l'Institut Pasteur et qui assurent justement cette PCR. Donc ça a été décentralisé. Maintenant, ce qu'on reçoit à notre niveau, donc bon, il y a encore des structures qui nous envoient des prélèvements pour PCR Covid. On fait une PCR criblage à la recherche du variant Delta. Par la suite, ceux qui ne sont pas Delta, donc on les reprend par une deuxième PCR criblage pour rechercher le variant Omicron. Tous les tests positifs passeront par l'étape du séquençage, une procédure obligatoire pour déterminer le type de variant. Toute PCR positive, à notre niveau, on passe, comme on est, à la surveillance des différents variants. Donc, on passe à une première étape qui est la PCR de criblage. Actuellement, notre stratégie, c'est qu'on recherche toujours le variant Delta parce que c'est lui qui est toujours dominant chez nous. Il a pratiquement 12 mutations. Par contre, le variant Omicron, qui est apparu récemment, il est apparu probablement dû à une immunodépression chez un individu et que l'individu, comme il était en immunodépression, donc il n'a pas pu éliminer le virus. Et donc le virus, il sévit chez cet individu jusqu'à ce qu'il ait acquis plusieurs mutations, jusqu'à 32 mutations. Et ces mutations portent toujours sur la protéine S, la spike, comme on dit. Et bon, c'est vrai qu'il n'est pas aussi virulent que le variant Delta, mais son taux de contamination qui est beaucoup plus important. Selon les experts, la couverture vaccinale reste très faible, ce qui ouvre la voie à l'émergence de nouveaux variants plus contagieux, d'où l'intérêt d'intensifier la surveillance génomique. À saluer tous les efforts des spécialistes et chercheurs qui sont au service de l'humanité.
Mohamed Akram Fellah est le nom d'un jeune chercheur passionné de physique théorique qui a répondu présent à l'invitation de l'École nationale polytechnique d'Alger pour partager son expérience. Yasmine Msoudi nous en dit plus. Passionné de physique théorique, Mohamed Akram Fellah a parcouru le monde pour ses études. Après avoir obtenu sa licence et son master à l'université de Constantine, il obtient une bourse pour étudier les mathématiques à l'université de Cape Town en Afrique du Sud, un tremplin qui lui aura permis d'obtenir une autre bourse pour un doctorat en physique théorique au Canada. L'École nationale polytechnique d'Alger l'a sollicité pour partager avec les étudiants et les professeurs présents son parcours et son expérience. J'ai fait des recherches, j'ai publié des articles. Et après ça, j'ai travaillé à le Centre européen de recherche nucléaire à Genève. Aujourd'hui, ce jeune trentenaire et chercheur physicien théoricien à l'Institut de physique de l'Université de Waterloo au Canada. Parmi ses souhaits les plus chers, collaborer avec les universités algériennes. Il y a une collaboration avec des autres universités les États-Unis, comme State University of New York, Stony Brook. Et il y a d'autres choses dans le futur, mais aussi je veux collaborer avec des universités algériennes et des chercheurs algériens dans ce domaine-là. À cette occasion, un certificat honorifique lui a été remis en reconnaissance de ses travaux, mais aussi en souvenir de son pays. Et dans le volet international au Maroc, le régime du Merzen constitue un danger pour son environnement immédiat, mais aussi l'Europe, selon les spécialistes. Dernière preuve, en date la saisie par des douaniers espagnols de 5 tonnes de cannabis en provenance du Maroc. Un narco-État qui inonde de nombreux pays. Amel et Séridir. Plaque tournante du trafic de drogue dans le nord africain, le Maroc s'est transformé depuis un moment déjà en un narco-État. C'est ce qu'a affirmé l'analyste politique et militant sahraoui Bellal Kanti. Au Maroc, c'est une activité purement criminelle, c'est une activité à grande échelle où vient s'agglomérer tous les réseaux criminels de trafiquants du monde entier, et cela évidemment dure depuis des années. Et on ne peut pas dire que par exemple dans la région du Rif, il y a une guérilla des FARC, comme il en existe en Colombie, et qui fait le prétexte des autorités colombiennes. Mais on ne peut pas dire que, par exemple, la région du Rif ressemble à l'Afghanistan, où sévissaient des guerres et des guerres. Dans la région du Rif, il n'y a aucun conflit armé, aucune guérilla. Donc rien n'empêche les autorités marocaines de lutter sérieusement contre ce fléau qui est devenu un véritable risque sur le plan sécuritaire, sur le plan sanitaire, pour pas seulement les pays et les peuples du voisinage immédiat du Maroc, mais bien au-delà. Un véritable risque sur la sécurité des pays, mais bien plus encore. Cette substance que commercialise actuellement le Maroc est beaucoup plus dangereuse. L'observateur, vu les quantités saisies après examen, confirme que le hashish marocain n'est plus ce qu'il était, car il a été modifié génétiquement de telle sorte à ce que la substance psychoactive du hashish, en l'occurrence le THC, a été renforcée, le rendant une drogue qui pourrait être qualifiée et probablement classifiée par l'ONU, si le cas vient à être étudié, comme une drogue dure qui n'a rien à envier, évidemment, à la cocaïne colombienne ou à l'héroïne afghane. Il est donc permis de dire que les ravages que pourrait provoquer le hashish marocain sur la santé des consommateurs est énorme. Des proportions alarmantes, car c'est un trafic qui ouvre également la voie à toutes sortes de criminalité internationale.
ajoute encore Bella Al-Qanti. Cette activité criminelle liée à la drogue a de grandes connexions avec d'autres réseaux terroristes. Et l'on a vu au Sahel la connexion entre les trafiquants de drogue liés au Maroc, en provenance du Maroc, avec des activités de groupes terroristes dans le Sahel, si bien que l'on a commencé à les nommer de réseaux narco-terroristes. Tellement la jonction entre les activités est parfaite. Une menace réelle à laquelle il est urgent de répondre, s'accordent à dire bon nombre d'analystes et d'observateurs. Le Maroc court le risque de sombrer dans l'isolement et l'hostilité en raison de son approche agressive de la diplomatie. Et à la lumière des tensions avec ses alliés traditionnels et du conflit dû au Sahara occidental qui risque d'ébranler la stabilité dans la région. Selon une analyse parue mardi du magazine américain Foreign Policy. Plus de détails avec Amélia Mellel. Le Maroc court le risque de sombrer dans l'isolement et l'hostilité en raison de son approche agressive de la diplomatie. C'est en tout cas ce qu'affirme une analyse parue dans le Foreign Policy, un magazine américain d'information. L'auteur de l'analyse, une doctorante en histoire à l'Université de Californie à Davis, souligne que depuis un an, les gros titres brossent le tableau d'une diplomatie marocaine en déclin. Cela a laissé le pays d'après elle relativement isolé, même parmi ses alliés traditionnels. L'analyse rappelle qu'en mars 2021, le Maroc a suspendu tous ses contacts avec l'Allemagne en raison de sa position en faveur de l'autodétermination du peuple sahraoui. Et en mai de la même année, il a rappelé également son ambassadeur d'Espagne et provoqué la crise migratoire de Ceuta, laquelle a poussé le Parlement européen à adopter une résolution concluant que le Maroc enfreignait la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Dans cette même analyse, l'auteur est revenu sur l'affaire du logiciel espion Pegasus, utilisé par des agents des services de renseignement marocains pour pirater de nombreuses personnalités de plusieurs pays. En tournant le dos au vieux continent, le Maroc espérait trouver à Washington un précieux allié pour asseoir son autorité sur le Sahara occidental et n'a pas hésité pour cela à pactiser avec le diable à travers la normalisation de ses relations avec l'entité sioniste. Le Marzen n'a pas tardé à essuyer un camouflet de la part de l'administration Biden, laquelle a désavoué la décision de Trump sur la question du Sahara occidental et a même limité les aides et le financement militaire octroyés au Maroc si le Royaume ne s'engageait pas à rechercher une solution politique mutuellement acceptable au conflit au Sahara occidental. Par ailleurs, et selon le Foreign Policy, les diplomates marocains, anciens et actuels, s'accordent à dire que la diplomatie de leur pays a atteint son point le plus bas depuis l'indépendance. Certains l'ont même qualifié d'erratique et de médiocre. Et les attaques de la PLS se poursuivent contre les forces d'occupation marocaines qui subissent des pertes humaines et matérielles considérables le long du mur de la honte. Hier, les unités de la PLS ont mené de nouvelles attaques ciblant des retranchements des forces d'occupation marocaines dans la région de Ros Ben Namira, dans le secteur de Farsia. D'autres attaques de l'armée sahraoui ont ciblé le commandement du 65e bataillon des forces d'occupation ainsi que les retranchements de l'occupant marocain dans les régions de l'Aqad, Oudi Admran, Agrara, Farsik et Sebkhat Tnouched dans le secteur du Mahbes. Voilà qui termine ce journal. Merci madame, monsieur de nous avoir suivis. Tout de suite la page météo de Mina Abed et le retour des pluies. Prochain rendez-vous de l'information de la rédaction de Canal Algérie, ça sera à 19h avec Kamel Suig. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à midi. Bon appétit si vous êtes à table. Au revoir.